package standard boobu mi ngi toll ci 1 580 000 am package semi VIP ci 2 100 000 am package VIP ci 2 500 000 francs CFA kese départ le 19 décembre arrivé Médine le 20 décembre ñu war a bàyyeekoo Jidda 30 décembre yegg si fii ci Ndakaaru 31 décembre toogaay jeex na bu leen ko waaj jokkoo leen gaaw ak Burkhan Voyage ngir mën a bokk ci xéewal umra décembre bii 77 550 15 57 77 550 15 57 wala 76 419 15 57 76 419 15 57. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Rapido indi na leen lu bees tàq sticker Rapido bi gën a gaaw gën a wóor gën a noppale mën nga ko am si suñu bërëb bi ñu jagleel suñu client yi si kaw autoroute bi muy bu Cambérène Rufisque ak Toglo te doo leen fay dara gaaw dem si suñu bërëb bi ñu may leen ko ku si bëgg am ay leeral wooteel si 33 859 16 85. En perspective de la mise en exploitation progressive du BRT, le gouverneur de la région de Dakar informe les populations et usagers de la route du démarrage le samedi 14 octobre 2023 de la campagne d'essais dynamiques. Ces essais ont pour objectif d'évaluer les fonctionnalités du système BRT, notamment la priorité des bus au carrefour et leur performance en circulation, avec une vérification progressive et en sécurité de la capacité de l'infrastructure à permettre l'exploitation commerciale. Ainsi, le gouverneur exhorte les populations et usagers de la route à ne pas circuler et ou stationner sur les voies réservées au BRT qui doivent être libérées de toute occupation irrégulière. En outre, les règles de circulation routière afférentes aux feux tricolores et aux feux pour piétons sont à respecter scrupuleusement. Les préfets des départements de Dakar et de Guédiawaye ainsi que le commissaire central de Dakar, chef du service régional de la sécurité publique, prendront toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement des essais dynamiques. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Son procès en diffamation contre Ousmane Sonko, la santé de l'ex-leader du parti dissous PASTEF, Benno Bokk Yakaar et la prochaine élection présidentielle, Amadou Ba, Mahammed Boun Abdallah Dionne ou encore Aly Ngouille Ndiaye, la nouvelle saison touristique, les difficultés du secteur et plusieurs autres sujets. Participer à l'émission. Des avocats d'Ousmane Sonko sur son état de santé dans les liens de la détention depuis le 31 juillet dernier. L'opposant est toujours admis à l'hôpital principal de Dakar où il a entamé une nouvelle grève de la faim depuis quelques jours. Bonjour Mame Mbaye Niang. Bonjour Babacar. On reviendra sur votre long silence, notamment sur les dernières actualités politiques qui concernent votre parti et votre coalition. Les proches d'Ousmane Sonko craignent pour sa santé. Êtes-vous sensible à sa situation ? Merci Babacar. Bon, merci d'abord de l'invitation et bonjour à vos auditeurs qui sont fidèles à cette émission, Grand Jury. Et donc, merci de l'opportunité que vous nous donnez à expliquer à nos compatriotes les politiques publiques et surtout à défendre les positions du président de la République et ses choix. Je pense que moi, je ne peux pas être sensible aux propos des avocats d'Ousmane Sonko. Non, je ne pense pas. Pour des raisons que vous connaissez ou que vous avez décidé de façon arbitraire d'ignorer. Je pense que c'est les mêmes avocats qui ont dit aux Sénégalais que c'est vrai, Ousmane Sonko est allé se soigner à Sweet Beauté. Je pense que c'est les mêmes avocats qui ont défendu l'idée que Ousmane Sonko a des documents contre moi. Ce sont ces mêmes avocats qui parlaient qui justifiaient l'appel à l'insurrection. Donc moi je pense que ce sont des militants de PASTEF qui ont décidé de porter, je sais pas, une stratégie de communication pour soulever des tensions ou pour maintenir une effervescence politique. Ce qui lui arrive en tant qu'humain est regrettable, mais c'est dû aussi à des actes qu'il a eu à poser. Bon, maintenant, vouloir réduire tout cela en un débat, oui, il est malade. Il y a combien de prisonniers au Sénégal? Il y a combien de Sénégalais qui sont entre les liens de la détention? Pourquoi se focaliser sur quelqu'un qui a décidé de façon arbitraire à arrêter de s'alimenter? Mais lorsqu'on ne s'alimente pas, mais c'est normal qu'on ait des problèmes de santé. Mais c'est dû à son choix. Donc il n'y a rien d'alarmant et il n'y a rien de... C'est une situation qu'il a créée lui-même et c'est une situation qu'il va entretenir à du but politique pour se soustraire des juridictions. Que fera-t-on du droit humanitaire? Un bulletin de santé et une
correspondance du patron de l'administration pénitentiaire adressée aux messages ont fuité. Et sur ce bulletin de santé qui a fuité, on a vu comment il se porte mal, Ousmane Sonko. Mais vous savez, Babacar, sur la base de fuites et de rumeurs, moi je suis bien placé pour savoir que de temps en temps, il y a des rumeurs, il y a des fake news qui sont organisées et qui sont distillées dans les masses uniquement pour entretenir une effervescence politique. Je rappelle qu'il y a eu 60 Sénégalais qui sont morts dus aux actions de Ousmane Sonko et de ses partisans. Je rappelle qu'il y a des milliards et des milliards même de pertes qui par rapport à l'économie. Laissez-moi terminer. Même ces victimes-là, même celles qui auraient été tuées par les forces de l'ordre. Non, vous avez bien fait de conjuguer, hein. Mais je dis encore une fois, moi je le dis de bonne foi, je suis acteur politique, j'ai été opposant, je me suis battu contre des régimes. On a organisé des manifestations, c'est pas la première fois qu'on manifeste dans ce pays, mais que des morts allant jusqu'au nombre de 60 uniquement pour soustraire une personne, je pense que c'est irresponsable. Et si c'était des actes politiques ou un combat politique qu'il avait mené vers ces actions-là, j'aurais pu comprendre. Mais c'est ses propres turpitudes qui l'ont amené là-bas. Babacar, voilà quelqu'un qui vous a regardé dans les yeux, qui a regardé tous les Sénégalais dans les yeux, qui a désigné Sweet Beauté, qui a dit qu'il va se soigner là-bas. Vous et moi et tous les gens qui sont dotés de raison et de bonne foi savons que c'est pas vrai. Il a le droit d'aller où il veut. Hein. Non. On est d'accord. En fait, vous savez, tout un chacun est libre. Moi, vous ne savez pas, à la fin de cette émission, qu'est-ce que je vais faire. C'est de ma responsabilité. Mais lorsque on entrave la loi, ce n'est plus de votre responsabilité, mais c'est un acte que vous avez posé par rapport à la société. Et vous devez rendre compte à la société. Et lorsque vous rendez compte à la société, il faut être honnête, il faut être courageux, il ne faut pas être lâche, il faut assumer. Moi, si je décide d'être pervers, je vais l'assumer. Si je décide d'être bon aussi, je vais l'assumer. Tout un chacun est libre, il n'est pas interdit d'aller à Sweet Beauty. Ce qui est interdit, c'est d'y aller et de faire autre chose qui est en porte-à-faux avec la loi. Et lorsque une personne se retrouve dans ces circonstances-là, quelle est la dignité et le culot? J'entends ses partisans dire ce qui lui arrive, c'est parce qu'il s'est battu pour le pays. En quoi est-ce qu'aller à Sweet Beauty? Quand on va se masser, on se bat pour qui? On se bat pour ses plaisirs et ses désirs et ses vices. Et lorsque on tombe en faute dans ces actes-là, mais il faut avoir le courage. Et à l'État aussi de mener à bien ses missions et ses obligations. Quand il s'agit d'enquêter, vous évoquez les dizaines de morts qui ont découlé des affaires Ousmane Sonko. Oui. Eh bien, rien que pour mars 2021, une commission d'enquête avait été annoncée par le gouvernement à l'époque. Oui. On ne connaît pas la suite. Voilà un peu des impairs, des incohérences dans vos postures, dans vos démarches. Non, déjà, il faut admettre que ces histoires d'enquête-là peuvent durer des décennies. Jusqu'à présent, il y a des gens qui mènent des enquêtes sur des affaires de Nuremberg. Jusqu'à présent, il y a des enquêtes qui touchent, je ne sais pas, le génocide rwandais. Jusqu'à présent, il y a des enquêtes. En tout cas, tout Sénégalais, dépositaire d'une intelligence et qui est de bonne foi, peut comprendre que ces enquêtes-là sont en cours. Maintenant, il faut toujours juger par rapport à l'origine et aux faits. Les faits, c'est que c'est un monsieur qui s'est levé, qui est parti se distraire par rapport à ses vices. Il en a le droit, mais qui a voulu se soustraire en utilisant des artifices politiques. Et des gens qui sont animés par quelle ambition, je ne sais pas, mais ont défendu l'indéfendable. Ce qui est regrettable, c'est que c'est des matières grises. Certains, c'est pas tout le monde, heureusement que c'est pas la majorité. C'est des cadres, c'est des gens qui sont dépositaires d'une intelligence, qui sont en train de ramer dans ce sens-là avec lui, uniquement pour le soustraire, pour quelqu'un qui a fauté. Pour quelqu'un qui a décidé d'être à l'hôpital et de dire qu'il ne mange pas. Mais imaginez si tous les prisonniers du Sénégal... Est-ce que cela pourrait justifier... Non, je continue. Attendez, oui. Est-ce que cela peut justifier ce qui ressemble très bien à un acharnement? Ces affaires contre Ousmane Sonko, la dissolution de son parti, son retrait du fichier électoral, son arrestation puis placement sous mandat de dépôt, tant d'autres actes posés par l'État sénégalais contre lui. Son parti a été dissous parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés. Qui peut dire que Ousmane Sonko n'a pas appelé à l'insurrection? Qui peut dire? Lui-même, il dit. Tout le monde n'est pas d'accord sur la vérité de cette affaire-là. Ouais, mais c'est ce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont tort, ils sont de mauvaise foi et ils ne sont pas républicains, ils ne sont pas patriotes.
Parce que lui-même, il a dit qu'il appelle à l'insurrection. Il l'a pas dit uniquement et se limiter à ça. Il a initié des actions. Après, il l'a pas dit comme ça. Attendez, mais un monsieur qui quitte Ziguinchor, qui dit on va déloger le président, Babacar, si ça c'est pas appelé à l'insurrection, je pense que c'est vouloir remettre en cause l'intelligence des gens. Maintenant, quitte à ce que les gens qui le défendent et qui pensent qu'ils sont des avocats, mais c'est des partisans. Mais c'est des partisans malhonnêtes. Parce que dire qu'on a dit que son parti a été dissous parce que c'est de l'acharnement, mais c'est contre là, c'est pas vrai. Dire que il y a de l'acharnement, mais s'il n'était pas allé à Sweet Beauty, il n'allait pas se retrouver dans ces conditions-là. Vous et moi, nous savons que là-bas, il n'y a pas de médecin et il n'y a pas de praticien. Désignez-moi le Sénégalais qui a ressenti des douleurs et qui s'est dirigé là-bas. Ça n'existe pas. Vous voulez défendre l'indéfendable. Pourquoi, au nom de ces turpitudes, certains Sénégalais décident d'aller braver la loi ou de déstabiliser le pays? PASTEF a été dissous parce qu'il y a eu appel à l'insurrection. PASTEF a été dissous parce qu'il y a eu des actions de violence connues. Ce pays-là a tremblé pendant 3 jours parce qu'il y a quelques personnes qui s'étaient organisées avec la complicité de forces extérieures pour déstabiliser ce pays. Babacar, vous ne pouvez pas me dire que un pays qui subit une cyberattaque, où il y a des manifestations violentes, on brûle les biens d'autrui, on tue des gens, et après il y a des Sénégalais qui se permettent de dire que c'est de l'acharnement. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la compréhension, il y a un problème avec la presse. Tout cela dans le respect de l'état de droit. Et dans l'état de droit, mais bien sûr, l'État, il a des obligations. L'exemple de la DGE, la Direction Générale des Élections, qui refuse de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral, malgré la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor. Mais ça, les gens, en fait, encore une fois, une des raisons pour laquelle je ne suis pas alarmé avec les déclarations de ces avocats, ce dossier en est une preuve. Vous pensez que la Direction Générale des Élections va se lever et enlever? Non. Ces avocats, moi je me dis, je sais pas, ils ont décidé de faire du droit ou ils ont décidé d'être militants. Mais Babacar, la loi est connue, le code électoral est connu, mais derrière le code électoral, il y a une réglementation. La décision du juge Sabassi Faye de Ziguinchor est d'application immédiate. Non, je suis désolé, mais elle n'est pas d'application immédiate. Il faut comprendre pourquoi Ousmane Sonko a été radié des fichiers. Pour le comprendre, il faut aller au niveau du code électoral. Vous allez à l'article 39, c'est l'article 39, mais R39. C'est quand on dit L, c'est la loi, quand on dit R, c'est la réglementation. Parce qu'après la loi, il y a des décrets d'application. Apparemment, il y a des experts du code électoral qui se limitent seulement à la loi. Mais après la loi, il y a une réglementation, il y a des décrets d'application. Vous allez à R39, vous allez voir, les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d'inscription. Modification de changement de statut ou de radiation en présence du demandeur. Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, cette décision lui est aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet. Lorsque la commission radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, on le lui notifie. La réglementation dit, le 10 juillet avant les élections, il y a ce qu'on appelle la consolidation du fichier électoral. Le ministre de la Justice écrit au ministre de l'Intérieur, qui a sous sa responsabilité la Direction Générale des Élections, lui donne l'ensemble des condamnations que le tribunal a eu à effectuer. Et sur ces condamnations-là, le nom de Ousmane Sonko y était. Le 10 juillet, Ousmane Sonko était déjà jugé et il a été condamné et il était dans un état de contumace. Le 10 juillet, Ousmane Sonko était chez lui. C'était le dernier délai. C'est suivant l'application de R39 qu'il a été enlevé. Parce que durant ce moment-là, que ces avocats se renseignent, en ce moment-là, Ousmane Sonko était chez lui. On se perd finalement de ce juridisme de part et d'autre. Non. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper. Le référentiel en matière, c'est le code électoral. Il y a une partie législative, il y a une partie réglementaire. La Direction Générale des Élections ne peut pas enlever quelqu'un du fichier sans raison. Je vous dis que le 10 juillet, c'était la date limite pour consolider le fichier, parce que les élections, c'est le 24 février, 6 mois. Ce que je dis là, tout le monde le sait. En ce moment, le 10 juillet, Ousmane Sonko était en contumace ou pas? Il était en contumace et il n'était pas encore en prison, il était chez lui. Il n'a pas demandé à se constituer, il n'avait pas écrit. Se constituer prisonnier. C'est pour vous montrer que ceux qui parlent, ils sont de mauvaise foi. Ils ont attendu qu'on l'arrête pour autre chose, pour appel à l'insurrection et autres délits, pour qu'ils écrivent, pour dire que, je ne sais pas, ils acquiescent ou pas. Ils vont saisir
le juge, ce que les gens ne disent pas. Et je vous appelle, si vous avez les documents, allez comparer le document de Ousmane Sonko au document de Karim Wade. Vous verrez que c'est la même chose. Ils ont enlevé Koweït pour le remplacer par Ziguinchor. Vous allez voir que c'est les mêmes coquilles. Il faut être sérieux. Le juge de Ziguinchor, son jugement, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'au moment où on l'a enlevé, Ousmane Sonko n'était pas en contumace parce qu'on ne l'a pas affiché, on ne l'a pas publié. Mais l'agence judiciaire de l'État a fait appel et va prouver que ça a été affiché parce que tout le Sénégal sait que Ousmane Sonko était en contumace durant ce moment-là. Mais si on vous enlève des listes, mais pour vous réinscrire, il y a des périodes qui sont définies. Il y a une révision exceptionnelle, c'est ordinaire et extraordinaire. L'agence judiciaire de l'État s'est pourvu en cassation, on va surveiller ça. Oui. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui, mardi, selon les conseils d'Ousmane Sonko, va statuer sur cette affaire de réintégration ou pas d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Parce que je vous dis qu'ils ont recopié les mêmes documents. Ils ont pris les mêmes documents que Karim Wade avait. Vous contestez la décision mais du donc juge ça de sera le Ziguinchor? même résultat. C'est-à-dire, voilà, le juge Sabassi Faye? Ouais, non, je ne le conteste pas. Moi, je suis... en fait, je ne peux pas être à ce niveau de responsabilité, un membre du gouvernement est contesté. La décision d'un juge. Mais la décision de ce juge-là, il y a une possibilité de recours. C'est un autre juge qui va se prononcer. Lui, il a jugé pour dire que c'était pas affiché. L'État et les avocats de l'État vont produire les documents qui montrent que ce qui fonde son jugement n'est pas vrai. C'est tout. Il dit qu'il faut le réintégrer parce que la contumace n'était pas affichée. Le jugement n'était pas affiché. Les avocats de l'État ont la preuve que c'était affiché. Les avocats de l'État ont la preuve que c'était publié dans le journal officiel. Ils vont prendre ces documents-là, le joindre à la décision et prouver à la Cour suprême qu'il faut le casser. C'est tout. Donc il n'y a pas à polémiquer ou à vouloir entretenir quelque chose. Il y a des périodes où on ouvre le fichier électoral à des dates connues et il y a des moments où il faut consolider et qu'il faut le nettoyer en enlevant ceux qui sont condamnés, ceux qui sont morts ou ceux qui veulent opérer des changements. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Vouloir entretenir une communication artificielle pour se maintenir dans l'actualité politique, c'est perdre leur temps. Et c'est ce que ces gens-là font depuis le début. On a appris qu'une mission de ligage, l'inspection générale de l'administration judiciaire, séjournerait à Ziguinchor. Nous ne pouvons pas le confirmer pour le moment, mais si c'est avéré qu'une mission de ligage est à Ziguinchor pour éventuellement s'intéresser au juge Sabassi Faye pour l'auditionner sur sa décision rendue en faveur d'Ousmane Sonko, si c'est confirmé, voilà un cas d'abus notoire, non? Au nom de quoi vous utilisez ces qualificatifs? Non, le ligage est composé de juges, comme le président du tribunal de Ziguinchor qui a jugé. Ce sont ses pairs. Ils ont la capacité de l'évaluer et d'évaluer son travail. Les raisons, je ne le maîtrise pas, je ne suis pas ministre de la Justice, mais je sais que l'IGAJ ne peut pas se lever et aller en mission, auditionner ou interroger un juge sans raison. Ils ont des raisons. Moi, je pense qu'il y a eu tellement de polémiques. Bon, de la même manière, je respecte le juge de Ziguinchor, c'est de cette même manière que je respecte les juges qui composent l'IGAJ. Bon, on attend. La Cour suprême va en tout cas trancher cette affaire de réintégration ou pas d'Ousmane Sonko, puisque l'État sénégalais s'est pourvu en cassation, comme on l'a dit tout à l'heure. Une Cour suprême qui va également statuer sur le recours déposé auprès d'elle par les avocats d'Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation qui vous oppose. Et il avait déclaré que vous, Mame Mbaye Niang, avez été épinglé par un rapport lorsque vous étiez ministre de la Jeunesse sur les 29 milliards de francs CFA qui devaient servir à construire des domaines agricoles communautaires via le PRODAC, le programme qui s'occupe de ces projets et qui relève du ministère de la Jeunesse. Sonko condamné en première instance et en appel. La Cour suprême devrait donner son verdict peut-être début novembre. Et si le leader du parti dissous PASTEF est définitivement condamné dans ce dossier, il ne pourrait pas se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que vous visiez quand vous portiez plainte? Non. En réalité, moi, ce que je visais, c'était de laver mon honneur et de prouver une bonne fois pour toutes que c'était des rumeurs entretenues par des adversaires. Mais lui, il a eu suffisamment de courage, ou bien tel qu'il a eu à le dire, qu'il a accès à des informations que l'État ignore et qu'il disposerait de ces documents-là. Moi, c'était une bonne occasion pour moi de prouver que c'était vraiment des contre-vérités. Donc, le but recherché, c'était de vraiment laver mon honneur une bonne fois pour toutes. L'autre chose, c'est que, c'était l'opposant le plus virulent, donc sa voix portée. Et en dehors de la politique, j'ai d'autres qualifications. Et après la politique, je pense que, Inch'Allah, je vais continuer à travailler. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir un cursus clean.
Vous savez ce que l'accusation d'avoir détourné des biens publics représente dans le monde. Mon domaine de compétence, c'est un peu reconnu dans le monde et peut-être que je suis arrivé à un stade où, à travers mes fonctions politiques, je peux prétendre à des responsabilités sur le plan international. Donc j'ai vraiment besoin que ce dossier-là soit clos. J'ai vraiment besoin que ces accusations-là puissent être définitives, qu'on sache que j'ai volé, ou que vraiment c'est pas vrai, j'ai rien volé, que je suis innocent. Donc, en réalité, c'est ça qui m'a poussé. Bon, maintenant, voilà une autre preuve que le juge Sabali, on ne pouvait pas, c'est pas à effet immédiat. Parce que si c'était des histoires d'effet immédiat, il a été condamné en première instance, en deuxième instance. Pourtant, c'est pas à effet immédiat, on l'a pas enlevé, parce que c'est des procédures. Il a fait recours pour arrêter le processus, pour que ça soit définitif. Lui, il le fait. Et il veut empêcher à l'État, il refuse à l'État, ou il refuse au procureur général de faire appel. C'est ça Ousmane Sonko, c'est l'incohérence. L'incapacité de la volonté de duper tout le monde. Bon, maintenant, c'est un dossier qui est devant, mais je pense que c'est perdu d'avance, même lui, il le sait. Bon, ils vont utiliser, moi avant-hier, un huissier m'a remis encore un deuxième mémorandum qui dit que c'est anticonstitutionnel et que la diffamation, bon, ils vont tenter tout. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, lui, il sait que c'est perdu. Ses avocats savent que c'est perdu. La preuve, leur mémorandum au niveau de la Cour suprême qu'ils ont eu à déposer, c'est son avocat qui dit, certes, on le sait bien, le plaideur devant les juges du fond n'est pas admis à présenter un moyen nouveau devant la Cour suprême. C'est son avocat qui écrit. Donc il sait que déjà, il n'a pas le droit même d'aller déposer le document. Toutefois, le requérant estime que cette règle devrait être tempérée. C'est Ousmane Sonko qui dit à travers ses avocats que il sait que il n'a pas le droit d'aller à la Cour de cassation, mais qu'il estime que cette règle devrait être tempérée et sa mise en œuvre appelée à une distinction. La situation du plaideur défaillant simple est celle du plaideur jugé par un défaut réputé contradictoire lorsque le moyen vise précisément la violation des conditions de sa citation. Donc Ousmane Sonko sait qu'il n'a pas le droit d'y aller. La Cour suprême, après avoir reçu ce document et après avoir reçu notre document et le document du procureur, pouvait, au même moment où il a déposé, le rejeter, suivant l'article 13 de la loi organique de la Cour suprême, qui dit que les chambres siègent à 5 magistrats au moins, chaque fois que la nature de l'affaire le justifie, notamment pour prononcer les décisions d'irrecevabilité. Son avocat sait que son dossier est irrecevable, mais il veut nous faire perdre du temps, il veut gagner du temps pour son client, il veut entretenir une polémique judiciaire, il veut entretenir une effervescence politique. Mais ça ne sert à rien. Au-delà de cette bataille judiciaire autour de ces accusations... Non, ce que je dis là n'a rien de... En fait, c'est la réglementation. D'accord, mais les questions demeurent sur le Prodac. Oui. Où sont les 29 milliards? Où est passé l'argent? Vous savez, Babacar, je pense que votre radio et votre télé ont eu à faire un documentaire dans 4 sites avec des réalisations, où ils ont vu des Sénégalais, des chefs de DAC, des chefs de service de ces DAC, des exploitants de ces DAC. Mais les 29 milliards sont là-bas. Ça, c'est la réponse basique que je donne. La deuxième chose, même si ces 29 milliards avaient disparu, je ne suis pas responsable. Parce que je n'ai pas géré ces 29 milliards. Qui a géré ces 29 milliards? Mais les 29 milliards sont gérés par le coordonnateur du Prodac. Qui est sous votre responsabilité, votre tutelle? Tutelle technique. Parce que il a une tutelle financière, qui est le ministre des Finances. À l'époque, Amadou Ba, l'actuel Premier ministre, candidat Absolument. de Benno. Oui, jusqu'à présent, l'ensemble des agences de ce pays ont pour tutelle financière le ministre des Finances et ont pour tutelle technique le ministre de leur département. Quand on n'est pas administrateur, parce que lui, ses avocats ont été surpris lorsqu'ils ont su que moi, je n'étais pas le coordonnateur des domaines agricoles. Comment est-ce qu'on peut
soutirer de l'argent. Et Ousmane Sonko est très mal placé pour dire ça. C'est quoi sa formation? Inspecteur des impôts et des domaines. Quand on inspecte quoi? Des documents. Quand on inspecte des organigrammes, on inspecte des procédures. Voilà un monsieur qui est supposé maîtriser les procédures de l'administration financière. Voilà un monsieur qui est supposé avoir une compétence de vérifier. Sur le plan administratif, même si on envoyait le FBI enquêter au Prodac, je ne serais pas interpellé. Ce qui me fait mal, c'est que durant cette période, moi j'ai signé 2 contrats. J'ai signé un contrat avec la BID pour 8 autres domaines agricoles de 80 millions de dollars. Donc 3 fois le montant du Prodac. On ne s'est jamais intéressé à ça. Je suis un homme politique. Le jour où quelqu'un pourra justifier que j'ai pris, moi je suis prêt à payer. Hein. Et je ne ferai pas comme Ousmane Sonko, je ne ferai pas de grève. Je paierai ma dette dignement. Il n'y a jamais eu d'enquête sur les 29 milliards du Prodac? Non, c'est parce que vous n'avez pas cherché. La Cour des comptes a audité les domaines agricoles. Ah bon? Ah oui. Vous avez été auditionné, interpellé par la Cour des comptes? Je ne peux pas être auditionné parce que je ne suis pas gestionnaire. Mais sur les procédures, ils m'ont demandé des informations, je les ai fournies. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu le cahier de charge, j'ai produit le cahier de charge. Parce qu'un contrat ne peut pas... Un ministre de cette tutelle ne peut pas signer un contrat sans l'approbation de la DCMP, sans l'approbation du ministre des Finances. Ce n'est pas possible. L'analyse documentaire est effectuée au niveau de la DCMP. L'analyse financière est effectuée au niveau du ministère des Finances. L'analyse des documents techniques est assurée par le coordonnateur du projet qui est nommé par décret. Le ministre de tutelle n'exerce qu'une autorité politique. C'est ça la vérité. Et quelles sont les conclusions de la Cour des comptes? Je ne sais pas, je ne me suis pas intéressé parce que je ne suis pas impacté. Je ne suis pas... On ne peut pas, je ne sais pas. Vous êtes journaliste, allez chercher. Mais moi, en tout cas, je suis pas lié ni de près ni de loin. Je vous dis que j'ai signé au même moment 80 millions d'euros avec la BID pour les domaines agricoles de Fafakourou, j'ai oublié. 8, c'est en exécution. Et là-bas, c'est pire, parce que les procédures sont tellement longues. Pourquoi ils n'ont pas dit que j'ai volé ces 80 millions d'euros? Non. Mais j'accepte, hein. Moi je suis un homme politique, mais jusqu'à l'extinction du soleil, comme le disait l'autre, qu'on m'amène les documents. Jusqu'à présent, si Ousmane Sonko produit les documents, le fameux rapport qu'il détient et qu'il a lu devant les Sénégalais, moi je me constituerai prisonnier pour payer ma dette. Le Prodac, un programme inachevé, même si tout le temps le gouvernement ou les gouvernements essaient de donner des nouvelles dévolutions. Mais c'est un programme qui aurait pu peut-être empêcher plusieurs jeunes de risquer leur vie en tentant l'immigration irrégulière, l'immigration clandestine. Encore des Sénégalais d'ailleurs morts en mer cette semaine, des jeunes, oui, des femmes aussi, qui ont perdu la vie en embarquant dans des pirogues. La responsabilité de l'État sénégalais? Non, vous savez pas, moi je pense que quand même, il est grand temps qu'on se pose les vraies questions et qu'on donne aussi les vraies réponses. On ne peut pas imputer à l'État la responsabilité de ces milliers de jeunes. Il y a eu une politique de jeunesse dans ce pays. Il y a eu des programmes qui sont supposés assister la jeunesse. Mais jusqu'à présent aussi, bon, je pense que l'État a bon dos, mais il faut se dire aussi des vérités. Babacar, c'est les discours populistes de certains leaders d'opinion qui ont poussé les jeunes Sénégalais à tenter des choses inimaginables. Babacar, on va faire comprendre à nos jeunes que l'État doit tout faire. C'est pas vrai. Dans aucun pays au monde, l'État ne garantit l'emploi. L'État assure une formation. Le vrai problème du chômage au Sénégal demeure et réside la qualification. Babacar, chez vous, vous avez des jeunes frères, vous avez une famille. Dans votre famille, je prends votre exemple, je prends mon exemple. Dans ma famille, j'ai des frères
qui ont fini leurs études, j'ai des frères qui n'ont pas fini leurs études, c'est ceux qui ont fini leurs études aujourd'hui travaillent et gagnent leur vie. Ceux qui n'ont pas étudié sont dans des situations où nous sommes obligés de mutualiser les efforts des membres de la famille pour les venir en aide. En quoi est-ce que l'État est engagé si le parent ne sait pas donner les moyens pour que son enfant puisse étudier normalement? En quoi est-ce que l'État est engagé si un jeune Sénégalais qui n'a pas fini ses études ou qui a, bon, je sais pas, je peux même dire qu'il a... La responsabilité de l'État, rien que dans la qualité, dans le public. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. La qualité des enseignements dans le public. Vous et moi, nous sommes des produits de l'enseignement public. Aujourd'hui, vous travaillez sans l'intervention de quelqu'un. C'est parce que vous êtes dépositaire d'une qualification. Mais qu'est-ce que l'État peut faire pour un jeune qui n'a pas de qualification? L'État propose l'initiative personnelle ou l'entrepreneuriat. L'État crée les conditions pour que ce jeune-là puisse accéder à des financements pour développer son propre business. L'État propose des formations à court terme avec 3 FPT. C'est ça qu'on peut proposer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un jeune qui a encore 25 ans? Mais il y a de cela 25 ans, il devait démarrer une qualification, il ne l'a pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le jeter, il faut qu'il ait une seconde chance. Et il faut créer des structures qui sont capables de lui donner une deuxième chance. C'est ce qui explique les efforts du FONGIP, c'est ce qui explique les efforts du PRODAC, c'est ce qui explique les efforts de l'ADER, c'est ce qui explique les efforts de l'ANPEJ. Ces structures-là, mais ils n'aident pas des gens qui ont une qualification. Il y a encore des Sénégalais qui n'écrivent pas de demande d'emploi. Moi, je n'ai jamais écrit de demande d'emploi. Parce que, de par la grâce de Dieu, je me suis formé dans un domaine où tu ne chômes pas, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Mais lorsque 80% de nos étudiants vont se former en banque, finance, marketing, communication, il n'y a pas suffisamment de structures. C'est parce que le président a compris ça qu'il a entamé la réforme au niveau de l'enseignement. C'est parce que le président a compris que c'est un problème de formation que le président a initié 17 lycées techniques. C'est parce que le président a compris que le problème c'est au niveau de l'enseignement que le président a initié la construction de 2 universités sur fonds propres, Amadou Mahtar Mbow et Sine Saloum. Vous comprendrez aisément que c'est vraiment difficile, c'est pas impossible d'être diplômé en agriculture ou en horticulture et de chômer. C'est vraiment rare de voir un jeune diplômé dans les nouvelles technologies, en sécurité, en informatique, en technologie, et chômé. Mais c'est très probable de ne pas avoir de l'emploi lorsqu'on est formé en communication, parce qu'il n'y a pas suffisamment de maisons de communication pour absorber. C'est très difficile de trouver du boulot lorsqu'on est formé en banque finance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures financières. Donc, c'est cette requalification de la formation professionnelle qui a poussé au choix politique que le président a fait. Donc, c'est un des objets, en fait, c'est une des raisons qui me pousse à penser qu'il y a certaines personnes, ils ont décidé de façon volontaire de duper le peuple, d'utiliser la jeunesse, de surfer sur leur misère pour atteindre des trucs. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à un jeune Sénégalais que oui, ces gens-là ont dilapidé vos sous, oui, c'est vrai, certes, vous n'avez pas appris à l'école, vous n'avez pas de qualification, mais l'État devrait vous soutenir, parce que même en Arabie Saoudite, au Qatar, aux États-Unis, en France, mais vous allez trouver, il y a des gens qui chôment, qui sont qualifiés et qui chôment. Ne parlons pas des gens qui n'ont pas de qualification. Ces gens-là, les mailles ne les prennent pas en compte. Le système ne les prend pas en compte parce qu'on suppose qu'ils sont défaillants. Donc la première responsabilité, c'est au niveau de la famille. Quand on a un enfant, on se donne les moyens. Moi, on se donne les moyens. Si on n'a pas les moyens. Non, mais attends. Babacar, si on n'a pas les moyens, on fait comment? Mais attends. Il y a des jeunes Sénégalais. Moi j'ai été dans une classe. Les pères de famille, les responsables de famille, le plus brillant, ils ont des priorités, des problèmes de survie. Non, je vais vous dire. Non, mais attends, il y a toujours. C'est qu'il faut pas. C'est-à-dire, c'est ça qui anesthésie. Moi, le plus brillant de notre génération à l'école EAMAC, il s'appelait Latsek Mbaye. Il vient de Keur Madiabel. Il a été à la faculté des sciences avec nous. C'était le plus brillant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on vient d'un milieu truc, mais c'était le plus brillant. Et pourtant, il est arrivé à ce stade-là, il ne connaissait personne.
Ce sont ses talents et ses connaissances qui l'ont amené à ce stade-là. D'autres Sénégalais. Moi, dans ma classe, j'avais un camarade de promo, aujourd'hui qui est responsable des Panzops, qui venait d'un village, on le taquinait souvent, le Serrer, venait du fin fond de Diourbel. Depuis des générations. Le président, est-ce que sa famille était riche? Non. Le système permet à ce que ceux qui brillent, même dans l'école publique, et qui sont bons, peuvent y parvenir. La première responsabilité, c'est ça la vérité. Bon, maintenant, c'est du ressort de Dieu d'appartenir, d'être issu d'une famille qui a des moyens ou qui non. Vous et moi, peut-être, moi, mon père n'était pas excessivement riche, mais je comprends les efforts qu'il a eu à faire, à me tordre le bras, et c'était des histoires tout le temps pour que je puisse étudier. Ça a marché pour moi, ça a marché pour d'autres frères, ça n'a pas marché pour d'autres. Donc la responsabilité première, c'est au niveau de la famille. L'État crée des conditions, c'est ça la vérité. Mais maintenant, il y a des gens qui, oui, le Sénégal a du pétrole, il y a du gaz, oui, ces gens-là sont en train de bouffer, mais ce n'est pas vrai. Ceux qui le disent sont issus de ce système-là. Et ils n'avaient pas des parents multimilliardaires. L'autre référence que moi j'ai eu un collègue ministre avec qui je me suis mis pendant 3 ans, le général Mame Thierno Dieng, je suis très fier de le dire, qui t'explique les conditions dans lesquelles ils ont étudié. Au lycée, à l'université. Mais c'est des messieurs respectables, hyper brillants, qui se sont imposés de par leurs compétences. Mais c'est ça la vie. Mais donc, certes, il y a une responsabilité. En somme, quel est le message que vous voulez faire passer auprès de ces jeunes? Non. Plusieurs messages leur sont envoyés, mais pas forcément reçus. Non. C'est-à-dire, il faut se dire la vérité. Pour réussir, il faut se battre. Et la probabilité de réussir aujourd'hui au Sénégal, c'est à travers les études. C'est vrai, certains me diront, oui, Sadio Mané a réussi, mais la probabilité de réussir dans le football est très minime. La probabilité de réussir dans d'autres branches est très minime. Mais la probabilité de réussir avec un taux acceptable, c'est d'aller étudier et se doter d'une formation. Lorsqu'on rate cette étape-là, on peut se rattraper avec l'initiative personnelle, avec cette volonté de réussir, être entrepreneur. Parce qu'on est dans un monde, il y a des gosses qui vivent de ces réseaux sociaux. Il y a d'autres gosses qui vivent parce qu'ils sont très forts en intermédiaire. Mais en tout cas, la seule chose qui devrait être encouragée et boostée, c'est le travail. C'est le travail. Mame Mbaye Niang, notre invité devant le grand jury de RFM, on vous sent discret, peut-être même trop discret sur les dernières actualités de votre parti APR, de votre coalition Benno, notamment sur le choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la majorité présidentielle. Pourquoi? Mais pourquoi vous voulez dire que je suis discret? Non. Je n'ai pas participé à la polémique parce que je n'étais pas candidat. Vous m'avez jamais entendu dire que j'étais candidat ou que je soutenais telle candidature ou telle autre. Non. Les candidatures à la candidature d'un Benno? Même dans ce débat, je n'ai pas participé. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas participé. Moi, j'étais dans une autre logique. Je fais partie des Sénégalais qui ont accompagné le président de la République, Macky Sall. Et mon analyse me disait pour le bien de notre nation et pour les intérêts de la République, je pense que Macky Sall avait un rôle à jouer d'ici les 5 prochaines années. Pour 2 raisons. Vous étiez un militant du 3e mandat? Non, c'est pas du 3e mandat. Bon, moi, en fait, ce débat, on va jamais tomber d'accord là-dessus. Moi, parce que je demeure convaincu que certes, il avait dit qu'il allait faire. Il l'a dit. Et il doit le respecter. Mais je demeure convaincu qu'il en avait le droit. Et même c'est ce qui le défendait, savait qu'il en avait le droit. Donc, il a renoncé. C'est sa volonté personnelle, mais c'était pas la volonté
de nos organisations ou de notre organisation. Bon, bref, on passe. Bon, donc moi, j'étais plus focalisé dans ça. Bon, j'avais pas développé d'autres projets. Donc, lorsque les candidatures, lorsqu'il a dit que qu'il n'était pas candidat, donc moi, j'étais dans les dispositions de ne pas me prononcer parce que je ne m'étais pas préparé à ça. Parce que j'étais focus sur ce projet qu'on avait. Bon, et lorsqu'on n'est pas préparé à une situation, ça sert à rien d'alimenter un débat stérile ou de se donner des moyens qu'on n'a pas ou de se construire des nuages. Donc, c'est pas ma discrétion est liée au choix du président de la République de ne pas se présenter, mais ça ne veut pas dire que je dois. Pourquoi je vais me prononcer si j'ai pas d'ambition à diriger ce pays, c'est tout. Donc, il a choisi Amadou Ba après avoir reçu le mandat de l'APR et de Benno. Oui. Amadou Ba est-il aussi votre candidat à cette élection? Babacar, bon, vous savez, moi déjà je suis membre d'un gouvernement. Un gouvernement qui est le gouvernement de la majorité. La majorité a un candidat. Si j'étais contre, je ne serais pas dans ce gouvernement. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Mais mon engagement, je sais que vous faites allusion à non, il est calme, mais je prends de l'âge aussi. Je prends de l'âge. Et je pense que beaucoup de combats que j'ai eu à porter n'étaient pas liés à l'APR ou à Benno Bokk Yakaar. C'était surtout lié aux relations personnelles que j'ai avec le président parce que, bon voilà, on a des relations qui sont extra-politiques et j'ai la possibilité de lui poser des questions par rapport à certaines choses. Il m'explique parce que je suis un apprenant à ses côtés. C'est tout. Que pensez-vous des candidatures de Mohamed Boun Abdallah Dionne et d'Aly Ngouille Ndiaye? Ils en ont le droit. Mais c'est la même position. Vous savez, bon, c'est tous des gens avec qui j'ai travaillé. Mais moi, depuis l'histoire des candidatures, j'ai eu une position. Bon, c'est personnel. Moi, je pense que toutes les personnes qui se sont préparées discrètement dans la majorité pour succéder, bon, je pense que c'était surtout de la trahison. Et je demeure convaincu que bon, la trahison, même si au début ça peut donner des idées, quand on trahit, on ne gagne pas. Je dis pas que ce sont des traites, mais je pense que rien que le fait de se préparer au moment où tout le monde convergeait vers l'intérêt général et qu'en sourdine qu'on ait un plan, pour moi je pense que c'est discourtois. Ça correspond pas à mon code d'honneur. Bon, mais maintenant, la majorité a un candidat. Le gouvernement auquel j'appartiens est en train de travailler. Bon, voilà. Des gens ont été désignés pour faire le boulot. Je pense que c'est en train de se faire. Il n'y a pas de problème. Mais, parallèlement, je suis plus animé par un combat républicain contre cet imposteur qui essaie de raviver des tensions, qui essaie de duper le pays, qui est en train de tout tenter avec malheureusement des gens qui sont bien formés, qui sont bien outillés, mais qui ont décidé de se donner des moyens politiques pour perturber la République. Et je pense que c'est un combat noble et qui va impacter quand même tous les républicains de ce pays, non pas Benno Bokk Yakaar, même les autres opposants républicains. Je pense qu'il faut faire force commune, il faut mutualiser ces forces et arrêter ces tentatives. Parce que ce qui va se passer après 2024 est très important et il faut que ça soit des mains expertes. Parce que dans ce pays, on a vraiment besoin de changer beaucoup de choses pour ne pas arriver à ce point de rupture. Quand je dis point de rupture, bon, les scientifiques devront comprendre. Bon, c'est ce qui ont fait résistance des matériaux. Ils comprennent que y a un niveau de pression quand le matériel arrive à ça implose. Je pense qu'il y a des réformes nécessaires et une réorientation de pas mal de choses qu'il faut entamer rapidement pour assurer la sécurité et la stabilité de ce pays. Vous êtes le ministre du Tourisme et des Loisirs. Oui. Il y a une semaine, l'ouverture, le lancement officiel de la nouvelle saison touristique, un secteur à problème. Des acteurs nous ont interpellés même avant cette émission pour dire comment ils sont inquiets. Rien que le fonds hôtelier de 50 milliards de francs CFA pour l'exercice en cours
qui n'est pas achevé, la distribution de ce fonds. C'est vous-même qui aurez arrêté le processus. Pourquoi? Bon, non, d'abord, déjà, il faut corriger les montants, c'est pas 50 milliards. C'est-à-dire, il faut bien comprendre la situation. Bon. Les gens avancent des sommes qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pas 50 milliards. Donc, il faut pas me créer encore un dégât à 50 milliards. Bon, non, l'État utilise l'effet levier. Bon, il faut rappeler aussi que le secteur vient juste de sortir. Il est de combien alors ce fonds hôtelier? Je vais en venir. Bon, il faut comprendre que le secteur vient de sortir d'une crise. La pandémie, je pense qu'avec les effets de la pandémie, bon, ça pouvait être plus grave parce que si c'était pas l'intervention du président de la République à travers le fonds de résilience qui a soutenu quand même beaucoup de réceptifs à se maintenir. Bon, après la sortie donc le gouvernement avait décidé de faire ce que les financiers appellent effet levier, c'est-à-dire on met à la disposition des instituts financiers, des banques ou des structures un montant comme garantie pour multiplier par 3 ou par 4 quand même le montant et prendre sous la responsabilité de l'État la garantie et appuyer. C'est vrai, j'ai trouvé que la commission s'était déjà réunie et avait octroyé pratiquement à 11 entités ou 12 entités, bon, des montants en tout cas des montants importants. C'est 11 entités qui s'étaient... Je les bloquais tout simplement parce que la lettre de mission que j'ai reçue, moi, mon patron m'a demandé, le président de la République m'a demandé d'aider les plus faibles, soutenir les plus faibles. Bon, mais... Ceux qui ont bénéficié de ces fonds-là, ce sont entre guillemets les majors, c'est ça? Oui, les plus forts. On a même appris qu'un hôtel sur la corniche ouest de Dakar a déjà reçu 3 milliards de francs CFA. Non, c'est pas vrai. Il faut pas dire ça. Ils n'ont rien reçu et je pense que on va éviter de donner une géolocalisation. Mais en tout cas, ce que je peux dire, il y a 11 entités qui se sont partagées pratiquement 70% des ressources. Moi, c'est ce que j'ai trouvé sur place. Je l'ai arrêté. J'ai arrêté pour 2 raisons. Parce que, le président m'a demandé qu'on doit soutenir ceux qui sont les plus faibles. De 2, mettre une priorité sur ceux qui sont à l'extérieur. Je m'explique. Vous savez, lorsqu'on a, je sais pas, les hôtels ou les réceptifs qui sont à Dakar n'ont pas ce genre de problème. Parce que d'habitude, ils ont construit sur des titres privés. Ils ont une documentation. Le foncier, c'est soit un bail, soit un titre foncier. Donc, c'est accepté au niveau des instituts financiers. Contrairement aux réceptifs qui sont dans les régions, dès que vous passez Thiès, pratiquement, c'est des délibérations, c'est des titres d'occupation précaires. Et ces gens-là n'ont pas les moyens d'accéder à ces institutions financières sur la base de leur foncier. Donc, ils sont amputés d'une autre. D'habitude, ils ont investi des ressources privées, personnelles. Donc, je pense que s'il y a accompagnement, il faudrait commencer par ça. Moi, à mon premier passage au ministère du Tourisme, je pense c'est en ce moment qu'on avait initié le crédit hôtelier. Je pense qu'on n'en avait pas donné aux majeurs tel qu'on le dit, mais on l'avait distribué au campement, surtout dans la basse Casamance. Parce que là-bas, il y a des réceptifs qui font vivre des villageois, et qui n'ont que ces revenus-là. C'est à travers des campements écologes. Donc moi, j'ai préféré financer ces gens-là. Aujourd'hui, il faut aider ceux qui sont dans les régions. Aujourd'hui, si l'équipe de TFM se rend à Sédhiou, si vous dépassez le nombre de 10, 11, ça sera très difficile de vous loger dans des conditions appropriées. C'est ce qui justifie le choix du président de la République, par exemple, qu'on injecte 300 millions. Bon, je pense que il y a une redistribution qui est en train de se faire, c'est vrai. Le comité s'est réuni 2 à 3 fois. Bon, mais on attendait l'argent du ministère des Finances. Le décaissement vient de se faire avec le décret d'avance. Bientôt, nous allons verser l'argent au niveau du FONGIP qui assure quand même, à la différence des institutions financières connues ici, qui prélève un taux d'intérêt minime par rapport aux autres et qui demande moins de garantie parce qu'il y a une double garantie. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, mais c'est les plus petits qui vont
qui vont en bénéficier. Et mon souhait, c'est que au moins que le Sine Saloum puisse bénéficier, les îles du Saloum puissent bénéficier dans les prochains délais de 500 millions pour que la mairie puisse construire un réceptif pour qu'on commence à vendre cette destination. Cependant, les vrais majeurs, ce n'est pas les Sénégalais actuellement. Il y a 2 tours opérateurs qui s'implantent, 3. Les 2 seront connus prochainement. Mais il y a ces majeurs-là du monde qui sont implantés au Sénégal. Aujourd'hui, Rui est présent. Ils sont sur 512 chambres avec 1200 chambres en programmation. Je pense que le tourisme sénégalais. Et de par la grâce de Dieu, actuellement, les hôtels sont pleins. On ne se plaint pas, ça va aller. Mais rassurez surtout les plus petits qu'on a signés avec le FONGIP et la DER. La DER, c'est pour les acteurs, les artisans qui vivent du tourisme, les trucs. Le FONGIP, c'est pour les réceptifs qui auront des montants entre 50 et 300 millions. Merci Mamba Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, d'être passé devant le grand jury de RFM. Merci à Abdou à la régie et à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous.